Être présenté par le docteur Mahacha Lhou, directeur général. L'intitulé de cette présentation, c'est « Quel géologue de demain ?» La vision de management. Alors, vous, la parole, c'est vous. Quand Hadim m'a proposé le thème, d'abord il ne m'a pas dit de quel domaine il s'agit. Il ne m'a pas dit de réfléchir à la vision d'ici 3 ans, d'ici 10 ans, d'ici... Et donc, j'ai rêvé un peu, c'est ce que je vais partager avec vous. Et puis, plusieurs choses ont été dites ce matin, et tout le monde est conscient de la problématique de la géologie et du géologue de l'avenir. Effectivement, il y a un creux générationnel, sérieux, pas seulement au Maroc, partout. Il y a un besoin de géologie, il y a besoin de géologues énorme pour l'industrie minière et pétrolière. Le Canada s'en est rendu compte. Je pense que nous aussi, j'ai échangé un peu avec M. Le Doyen et puis j'ai appris que beaucoup de choses sont en train de se faire dans votre université et ça ne peut que nous réconforter, et aussi le fait que vous soyez nombreux à assister à cette manifestation, mais il demeure que le besoin, le creux, le besoin y est. Et c'est pour ça d'ailleurs que la thématique est intéressante, pour adapter, voir un peu quel profil il faut pour que ce géologue-là puisse, pour répondre à ce dilemme qu'a dit M. Mouzienne, qui est que les géologues, certains géologues, plusieurs géologues d'ailleurs, ne vont pas vers l'industrie, mais préfèrent aller vers les services publics et autres. Je ne viens pas avec une recette de module de formation pour les géologues de demain, loin de là, mais plutôt, moi, si j'arrive à partager avec vous une sorte de vision, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, la passion pour le métier de la géologie, je serai satisfait. Alors c'est pour ça que ça a été dit par le vice-président tout à l'heure, sauf que c'est formulé en anglais, je formule ma passion comme telle. Geology is not everything, but without geology, everything is nothing. Sans la géologie, il n'y a rien. Tout ce qu'on extrait, à part de l'atmosphère et de l'eau, est extrait de la terre. La géologie intervient dans tous les métiers. 90%, de l'immobilier jusqu'à la pharmacie. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne viens pas avec une recette, mais plutôt donner un fil directeur, une vision, et comme dirait Auguste de Teuf, il y a de certains que le passé, et on ne travaille bien qu'avec l'avenir. Et c'est pour cela que je vais commencer par présenter ma conclusion avant de voyager un peu avec vous dans le passé et dans l'avenir. Alors, la présentation va traiter un peu de ces axes. On essaie de nous inspirer sur les axes suivants: la vision, la visibilité, le sens de la créativité, l'innovation. C'est Abdullah Moutiafi va en parler un peu plus en détail, si j'ai bien compris, dans cette séance ou dans une autre séance. La criticité de la géologie, les opportunités de carrière et certaines compétences critiques, la multiculturalité. Alors, il y a quelque chose d'important. Tout à l'heure, quand on a parlé de la mobilité, et ça, l'université fait des choses, les groupes marocains font des choses, mais à vous, surtout à vous de développer cette mobilité, cette multiculturalité et d'élargir le champ de prospection à une échelle plus régionale. Nous avons des géologues de management qui sont partis de chez nous, qui travaillent en Afrique, dans des pays, enfin en Afrique, nous sommes en Afrique de l'Ouest, qui sont aujourd'hui des directeurs d'exploration de grands groupes. Il y a eu même quelqu'un qui a été rendu directeur d'exploration chez AngloGold. AngloGold, c'est l'un des géants de l'industrie minière. Donc il faut s'ouvrir. Aujourd'hui, le réseautage nous permet cela, les systèmes d'information nous permettent cela, et donc ouvrir un peu le diapason pour cela. La diversité, le terrain et le sens de l'observation, il faut garder
le contact avec le terrain, ce sera toujours la pièce triangulaire de la géologie, hein, le terrain et le centre de l'observation. La conceptualisation, et puis des compétences techniques qu'on aura l'occasion de voir au fur et à mesure de ma présentation, mais dans une logique de flux et pas de stock. Tellement il y a de choses qu'on doit connaître pour pouvoir être efficace dans le domaine de l'industrie ou autre, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de... c'est pas une philosophie, c'est une science qui tend vers une science exacte, c'est une science qui doit créer de la valeur économique, de la valeur tangible et intangible. Et puis les systèmes d'information, j'attire l'attention sur les systèmes d'information. Les données vont être de plus en plus importantes et pouvoir les traiter demandera des compétences de plus en plus critiques pour pouvoir les traiter et en tirer les conclusions nécessaires. De plus en plus besoin de la statistique, de la géostatistique et des systèmes de gestion de risque. Alors, pour ce qui est de la carrière, une carrière transnationale, pour vous donner des exemples de quelques profils de géologie qui ont vu le jour ces dernières années, il y a les géologues-ressources. Géologues-ressources, c'est des géologues qui gèrent les actifs d'une société minière. Le géologue-analyste. Les analystes, alors vous imaginez un géologue qui maîtrise l'économie, c'est extraordinaire. C'est eux qui font la pluie et le beau temps des places financières mondiales aujourd'hui. Et durant 3 ans, 4 ans de formation, 5 ans entre le master et le doctorat, voire 6 ans, on a le temps réellement d'approfondir ces connaissances. Et ce n'est pas seulement à travers le programme de formation que l'université dispose ou dispense. Les grands postes de management, aujourd'hui, je partagerai avec vous quelque chose que j'ai vécu, hein. C'est le management, des postes de management. Un géologue, un PhD en géologie, doit avoir comme, s'il va dans l'industrie, peut avoir comme prétention de devenir vice-président ou président d'un groupe minier. Et je parle en connaissance de cause, puisque je connais plusieurs groupes, et je connais leur conseil d'administration, je connais leur corporate, et même la géologie, jusqu'à l'exploitation, jusqu'à l'environnement, mais tout. Et il est généralement géologue, exceptionnellement minier, mais généralement géologue. Il demande également des compétences en économie aussi. Aujourd'hui, c'est exigé par la norme, mais on le verra tout à l'heure. Et puis le géologue environnementaliste et bien d'autres. La faculté d'Agadir et à la fac des sciences de Mrac, à la demande des professeurs, sur l'intervention de la géologie dans l'industrie minière. Bon, il intervient à tous les stades, depuis l'exploration stratégique, l'exploration semi-tactique, avec toutes les disciplines que demande. Là, on est vraiment dans la géologie, on est dans l'exploration. Jusqu'aux études de faisabilité, la construction et la production. Quelle formation pour le géologue de l'exploration de demain, comme question qui lui a été posée, et donc sa réponse était ça, que je partage bien évidemment. Le géologue de demain doit avoir des maîtrises en géologie fondamentale. C'était le focus des formations d'hier. C'est plus le cas aujourd'hui. Il faut ça, mais il faut autre chose. Il faut de l'appliquer. Et quand je dis de l'appliquer, c'est la recherche académique est une recherche et développement. C'est de la recherche et développement. Si elle ne crée pas de la valeur aujourd'hui, il va le créer dans le futur. Il n'y a pas de recherche perdue. Cet esprit d'innovation et de finalité concrète à tout ce qu'on fait doit être présente à tous les stades. L'exploration géophysique,
La géophysique prendra de plus en plus d'importance dans les travaux de l'exploration minière, puisque la maturité de certaines provinces métallogéniques sont imminentes. Le Canada aujourd'hui, à part les parties des blocs nord, est reconnu jusqu'à la côte, jusqu'à la côte moins 300. Demain, on ira peut-être explorer à des profondeurs de 10 000 mètres. Hein. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a des mines en Afrique du Sud qui vont jusqu'à 4 km de profondeur déjà aujourd'hui. Alors, aussi bien pour hier que pour aujourd'hui, que pour le futur, les changements, le driver de tous les changements, qu'ils soient incrémentaux, radicaux, sont conséquents de l'innovation. Et l'homme a toujours innové, dans son sens étymologique, il a toujours existé, c'était introduire quelque chose de nouveau. Et il a fallu attendre Schumpeter en 1939, qui dans son œuvre Business Cycle a introduit le mot innovation en américain, qui aujourd'hui sont les plus, avec les Japonais et les Allemands, c'est les plus forts dans ce domaine-là, sachant que ce n'est pas une chasse gardée, hein, c'est pas... Et Peter Drucker, qui est le gourou du management moderne. C'est vraiment lui qui a posé les jalons du management moderne actuel, qui dans son ouvrage a traité largement, l'ouvrage c'est The Practice of Management, en 1954, il a traité largement l'innovation. Il a fallu attendre 2005 pour que l'innovation prenne un sens universel, large, dans le manuel d'Oslo. L'innovation n'est pas cyclique et elle est croissante et le potentiel, le savoir et le knowledge augmentent avec l'innovation. Il y a l'innovation qui est incrémentale de tous les jours et il y a l'innovation qui crée des changements comme les systèmes, comme le computer au dernier siècle. Comme beaucoup de choses, hein, les changements radicaux. Demain, c'est le biological computer qui va constituer une des révolutions des systèmes d'information de demain. Alors, pour ce qui est de l'évolution de la géologie était d'abord une science presque de poète. Elle n'a pas été une science, ça a été un domaine presque de poète, de poésie. Il n'a d'ailleurs pas été classé comme science dans la classification d'Auguste Kant. Il a fallu attendre le besoin en matière première, la croissance démographique et le besoin en traitement de données, que ce soit analytique, mathématique ou physique, pour que la géologie gagne de la noblesse au début du siècle dernier. Alors les substances, les commodités ont aussi évolué, puisque au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, à peine il y avait 6 substances qui étaient principalement des métaux de base. Le slide n'est pas présenté gratuitement, mais c'est pour vous dire que le tableau de Mendeleïev tel qu'on le connaît aujourd'hui connaîtra des changements dans le futur. Il y a certains métaux qui sont menacés par l'épuisement. L'étain, il n'y a que 16 ans de durée de vie aujourd'hui comme réserve. Le zinc aussi, le cuivre, les hydrocarbures. Donc tout ce qui est fossile est amené à disparaître sur une certaine profondeur, bien évidemment, accessible à la technologie d'extraction. Et puis on continuera à l'alimenter par des commodités artificielles. Et peut-être bien, certainement qu'il y a encore des commodités qu'on ne connaît pas jusqu'aujourd'hui. Alors les modèles des gisements, je vais aller plus vite, les modèles des gisements ont aussi évolué, puisque dans le passé, l'homme a exploité les métaux sous leur forme native, des gisements de surface.
Après, les gisements filoniens riches, c'est ce qu'a connu le Maroc au début du dernier siècle, avec tous les gisements que vous connaissez, du Haut-Atlas, de la Tunisie aussi, c'est la même chose. J'ai appris qu'il y a des Tunisiens, un pays que je connais, où j'ai travaillé. Et puis après, il y a donc des gisements disséminés avec les exploitations en masse. Et aujourd'hui, tout ce qui est concentration minérale fait l'objet soit d'exploitation, soit de recherche et développement pour développer des procédés d'extraction. Des silicates de nickel, des silicates d'étain, de l'acromite réfractaire, tout cela fait l'objet de travaux de recherche et développement pour en assurer les extractions. Ces évolutions-là ont eu lieu différemment selon les métaux. Pour l'oxyde de fer et le cuivre, c'était le 19e siècle. Et puis l'uranium, par exemple, et l'or, c'est le siècle dernier. Avec l'épuisement des gisements de surface riches, on a tendance à aller exploiter des gisements de faible teneur. Et puis d'ailleurs, là-dessus, il y a deux pensées économiques qui se partagent un peu le terrain. Il y a la pensée de Meadow, il y a la pensée de ceux qui disent que ça va être épuisé, et puis on aura des problèmes, ça va être une barrière pour la croissance. Et l'autre pensée, qui est celle de John Wilton, qui parle de cette avancée technologique pour pouvoir extraire encore plus, voire même le Clark, voire même le fond géochimique de la croûte, peut-être un jour. Bon, je passe sur ça. Les procédés de traitement aussi ont changé avec le temps, je passe sur ça. Les découvertes de nouveaux gisements, juste pour dire que on est loin de découvrir tous les gisements, tous les modèles qui existent. La preuve ou l'exemple démonstratif et olympique d'âme en Australie qui a été découvert il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Les métallogénistes sont avec nous, qui a fait l'essence de la l'IOCG. C'est le plus grand gisement polymétallique et c'est le plus grand producteur de l'uranium aujourd'hui au monde, avec l'or, le bismuth, beaucoup de choses. Alors les normes aussi ont changé, les standards internationaux ont changé. Ils ont changé, et je vais vous dire pourquoi, puisque au départ on parlait de réserve probable et possible. Hoover en 1909 a décrit ça c'est l'un des premiers ouvrages dans les principes de la mine, Principles of Mining. Et ce n'est qu'en 1980 que les Américains, avec l'USGS, ont distingué ce qui est la ressource de la réserve. Et aujourd'hui, ces normes-là sont devenues un guide incontournable, soit pour les géologues, pour l'exploration, soit surtout vis-à-vis des financiers. Tout aujourd'hui est normalisé, tout est standardisé, il y a des règles à suivre. Et à travers certaines normes, vous allez voir aussi l'importance des compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, pluridisciplinaires. Alors, il y a eu un scandale qui est venu rajouter de l'épice à cette sauce-là, c'est le scandale de Riex. On l'a tous vécu, ce scandale-là, puisque c'était vers 1996-1997. C'est 96. Ça s'est passé en Indonésie. Ils ont fait ce qu'on appelle dans les mauvaises pratiques de l'industrie le salting. Ils ont rajouté de l'or aux échantillons et puis ils sont partis prétendre à des découvertes qui sont inimaginables. 71 millions d'onces. Dans cette affaire-là, il y avait Barry qui avait placé à Don Freeport, le gouvernement de l'Indonésie, Suharto c'était son fils qui voulait être dans le conglomérat. Et puis finalement, il n'y avait rien. Et c'est le géologue qui s'est tué, il s'est jeté d'un hélicoptère. Il s'est tué. Peut-être qu'il continue à vivre dans une île. Et donc, alors, deux normes aujourd'hui qui sont d'usage dans les pratiques minières, c'est la 4301 canadienne et la JORC australienne, l'un à l'autre. Le but, c'est l'uniformisation du langage, des rapports, et puis l'identification et la maîtrise des risques, la transparence, la compétence, la protection des investisseurs contre la fraude.
Et puis aussi l'encouragement des projets, puisque un projet qui est fait selon les normes, c'est un projet qui est fondé, dont la valeur est concrète. Alors, je parlais tout à l'heure de la personne qualifiée, c'est la colonne vertébrale de la norme. Si un document, un rapport d'évaluation n'est pas signé par une personne qualifiée, il ne vaut pas aux yeux des banquiers, quel que soit le modèle géologique, quelle que soit la compétence académique que nous avons. Si la personne n'est pas qualifiée pour contrôler l'échantillonnage, pour contrôler une étude statistique, pour établir un cahier de charge, les compétences dont je parle, ce ne sont pas des compétences approfondies, c'est des compétences nécessaires et idoines pour établir un bon cahier de charge et pouvoir en assurer la réception des résultats. Donc, voilà un peu les normes d'aujourd'hui. Ça pourrait être l'objet d'une conférence à part. C'est les normes, nous avons des gens qui pourront animer des conférences à votre demande dans le détail. C'est déjà les ressources dont j'ai parlé tout à l'heure. Aussi, le cycle du développement minier ou minéral est également mieux structuré plus que jamais, avec les différentes phases bien définies. Et ça, c'est à caractère économique, puisque quand on présente un projet, sa valeur évolue en fonction du stade de maturité dans lequel il se situe. Alors, exemple de rapport technique, aussi, je vous dirais que, je pense que un de mes collègues a parlé tout à l'heure d'une possibilité de publier certaines de vos conférences. Alors, on vous soutient en ça, et puis aussi, moi-même, je ferai un résumé de ma présentation que je mettrai volontiers que je partagerai volontiers avec vous. Alors maintenant, on va oublier un peu la géologie, et puis on va regarder le monde, comment il évolue aujourd'hui et comment il sera demain. Selon les géostratèges et les analystes. Voilà un peu l'expansion démographique à 2050. Et c'est l'un des facteurs clés du développement de demain. C'est la force humaine. Et vous voyez que l'Europe décline, l'Afrique croît, s'inscrit dans la croissance. Ça croît ou quoi? Et l'Asie aussi. C'est vraiment une force de notre Afrique qu'il faudra saisir dans le futur. Une matrice, une analyse plutôt de la compétitivité régionale de la zone de la Méditerranée en 2030. Si le sud de la Méditerranée saisit l'opportunité qui lui est offerte aujourd'hui et dans un futur proche. Et puis, la répartition géographique des richesses, les fonds souverains. Aujourd'hui, la richesse, il est à l'est. Il n'est plus au nord, il n'est plus il est à l'est. Et donc, si on a la richesse, si on a la force, la ressource humaine, et si nous avons cet esprit d'innovation et de recherche et développement, ben, qu'est-ce qui manque? Rien du tout. Il ne manquera rien pour être au front demain, voire même conduire le monde, comme il a été conduit par d'autres dans le passé. Et donc, le monde de demain, ça a été présenté, c'est pas des slides, ça a été présenté au Parlement européen par un Tunisien, il s'appelle Monsef Cheikh Hou. C'est pas les Tunisiens ici, il y en a? Alors, il s'est présenté aux élections dernières élections présidentielles. C'est un chercheur éminent en géostratégie qui conseille l'Élysée, qui conseille le gouvernement chinois. Donc,
vous voyez un peu le nouveau monde, hein, c'est tout simplement le nord qui change, c'est un monde déboussolé, hein, le nord qui devient le sud. Et le sens, c'est que les centres d'intérêt, les centres de décision vont changer. De nouvelles lignes d'émergence vont surgir, qu'il faut saisir. L'entreprise de demain, on assiste déjà à ça, il va y avoir de l'internationalisation in situ. C'est quoi l'internationalisation in situ? C'est pas une société américaine qui va intégrer des Asiatiques, des Indiens avec son siège à Washington. C'est pas ce modèle qui va continuer à se propager, mais plutôt c'est la centralisation dans le pays où on opère. Le mode décentralisateur verra sa fin. Il y aura d'autres nouveaux déterminants, ça on le vit même nous-mêmes aujourd'hui, d'autres nouveaux déterminants qui vont prendre l'avantage par rapport aux facteurs économiques conventionnels et classiques. Ces déterminants sociaux, culturels et ethniques. Ça on le vit déjà nous aujourd'hui. Quand on va travailler dans un pays, il faut travailler, il faut penser à la création de valeur pour le pays. Il faut s'intégrer dans la diversité, il faut respecter les droits de l'homme, il faut travailler pour le développement régional, il faut travailler pour le développement local, et il faut que la communauté voit un retour sur l'activité que vous faites dans son territoire, ce qui est tout simplement normal. La devise, bon, quelle sera la devise de demain? Bon, moi j'ai mis l'eau, le pétrole, les métaux, l'euro il existera ou il n'existera plus, je ne sais pas. Il y a la devise chinoise, certainement. Le management à distance, c'est quelque chose qui commence déjà, vous savez, généralement, même la stratégie, généralement, les militaires sont en avance par rapport au reste. La stratégie, c'était les militaires qui l'ont toujours pratiqué depuis Napoléon. Bon, il a fallu attendre que Procter en développe les 5 principes. Et là, vous avez entendu parler des drones. Alors demain, il y aura des usines, il y aura un management à distance, des usines entièrement automatisées avec un management à distance. On peut contrôler une usine à partir de son salon. Et puis donc l'entreprise robot. Les cibles d'exploration, les cibles qu'on connues ne suffiront pas. Ils ne suffiront pas, ça c'est à moyen terme, hein, c'est 2030, 2020, 2030, on aura des problèmes de ressources avec l'augmentation démographique et l'augmentation démographique, l'augmentation des conditions de vie des 6 milliards déjà que nous sommes. Hein. Vous imaginez demain si les Chinois vivent au même niveau de confort que les Américains. Ça veut dire qu'un Chinois va disposer d'un véhicule ou de 2 véhicules, d'une voiture ou de 2 voitures. Le zinc aujourd'hui, il faut 5 fois les réserves actuelles pour répondre à ça. Donc le pôle Nord, ça c'est l'acquis, la ride médio-océanique, ça c'est, il y a déjà des plans d'exploitation, l'exploration offshore, les gens parlent, tout ça, c'est des plans pour ça. Les usines, il y aura développement des usines souterraines, ça existe déjà, les prototypes existent, les usines en pilote existent. Ça c'est les Français, parce que le problème de l'environnement, parce que les Français ne veulent pas de mines, ils préfèrent importer que développer leurs mines pour sauvegarder l'environnement. Et donc, comme ils ont des richesses, ils ont pensé aux usines souterraines. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'exploration dans l'espace. Ça peut paraître de la science-fiction, mais il y a des projets. Voilà ce qu'a dit
c'est-à-dire un billionnaire américain qui investit, hein, c'est pas, il a investi dans ça. Il a investi dans ça. I think there is a great commercial potential on the moon. Je crois. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Institut canadien des mines viendra s'installer, il viendra s'installer. Il a signé un contrat de partenariat avec l'AFTIM au Maroc, et il y aura certainement des sociétés, ils n'appellent pas ça spin-off, ils appellent ça société, et on créera avec eux des sociétés au Maroc. C'est un réseau de 1500 chercheurs, ils sont d'une efficacité extraordinaire, et je vous assure que quand on discutait avec eux, j'ai mis les universités marocaines comme un passage obligé, comme une partie prenante du projet qu'on est en train d'établir avec eux. Et le géologue de demain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise du géologue de demain? Il faut qu'il continue à faire de l'exploration, il faut faire le terrain, parce que sans le terrain, sans l'observation, que ce soit sur la Lune ou en offshore, il n'y a pas de géologie. Donc je m'arrête là, je vais passer le film, je projette le film de Mena James. Après, si vous avez des questions.